Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. On pourrait en faire une comptine d'enfants. Les législatives évacuées, le Covid pointe son nez. À peine clôture-t-on les élections que les articles concernant l'augmentation des cas de Covid commencent à se multiplier. Je cite pour exemple Ouest France, l'article du 21 juin, donc d'hier, mais cela aurait pu tout autant être un autre article, puisqu'hier tous les journaux y sont allés de leur article sur l'augmentation des cas. 20 minutes, Europe 1, l'Obs, le Journal des Femmes, le HuffPost, et voilà, je ne les cite pas tous. Hausse de 49% en une semaine. Voilà le titre de Ouest France. En lissant les cas, je le cite, les cas quotidiens sur 7 jours glissants, on obtient une moyenne plus lisible. Au 20 juin, on recensait en moyenne 46 146 contaminations quotidiennes sur les 7 derniers jours. Cet indicateur est en forte augmentation. Une semaine auparavant, le 13 juin, on recensait 31 000 cas par jour en moyenne. Voilà donc comment on explique cette hausse de 49%. Donc nous avons une augmentation et dans la foulée, qu'est-ce qui se passe ? Une annonce du gouvernement. Le gouvernement s'inquiète. Ça ne va pas assez vite. Il n'y a pas suffisamment de gens qui viennent se faire vacciner, s'est inquiété le ministère de la Santé lors d'un point presse. Donc hier, le gouvernement a appelé les plus âgés à recevoir l'injection de la 4e dose le plus vite possible, alors qu'une reprise épidémique modérée s'amorce. Alors je précise qu'il s'agit là des personnes éligibles, les plus de 60 ans et les immunodéprimés. Alors que représentent ces chiffres épidémiques ? Est-ce qu'il y a vraiment un retour des cas ou plutôt un retour des tests ou tout simplement un retour de lumière sur la Covid. Est-ce que le gouvernement, autre question, est vraiment légitime à inciter immédiatement à la vaccination, alors que le rapport de l'OPEST, l'Office parlementaire dont on va parler également avec Pierre Chaillot, a quand même épinglé le gouvernement sur sa promotion du vaccin un petit peu tendancieuse. Alors, pour toutes ces questions, on se tourne vers Pierre Chaillot. Bonjour. Bonjour Clémence. Vous êtes créateur de la chaîne YouTube Décoder l'écho, puis on va y revenir après. Vous avez également participé à la première tribune avec Laurent Micheli qui a forcé finalement l'ouverture de cet office parlementaire au Sénat. Et aujourd'hui, vous signez une nouvelle tribune, toujours avec Laurent Micheli, qui est publiée, je crois, sur QG. Pourquoi l'Office parlementaire qui enquête sur les effets secondaires des vaccins Covid ne rend-il pas public tous ces débats ? On va revenir à ce sujet, mais d'abord, je voudrais aller sur ces actualités hier, toutes ces unes, sur la montée en puissance des cas Covid, et puis immédiatement le rapport, l'inquiétude du gouvernement qui appelle très vite les personnes fragiles à appliquer leur 4e dose. Oui, sur le fait qu'il y a une augmentation du nombre de 10 cas, les cas étant non pas des malades, mais des tests positifs, ce qui n'a rien à voir. Et il serait quand même temps de se rendre compte que depuis le début de cette histoire, les tests positifs n'ont absolument rien à voir avec des malades. On peut tout à fait avoir un rhume, avoir la voix enrouée comme moi ce matin, ou bien couler du nez ou avoir de la fièvre, donc être déclaré dit symptomatique, c'est-à-dire être malade d'une certaine manière, et être négatif, c'est le cas dans 2 tiers des cas. Donc voilà, on sera catalogué dans rhume, grippe, pneumonie ou je ne sais quoi. Et on peut bien évidemment, dans la majorité des cas, quand on a un test positif, on n'est pas malade. Et ça, c'est le cas depuis le début de cette histoire. Ça ne change rien quoi qu'on fasse. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à trouver de lien statistique, de corrélation entre la test et la maladie. Donc les tests n'ont juste pas de lien avec le fait d'être malade ou pas. Un test, c'est une réaction chimique sur laquelle on cherche un bout d'ARN. Les tests RT-PCR, c'est ça. Ils ont une certaine sensibilité, spécificité, c'est-à-dire qu'ils disent oui parfois quand il n'y a rien, quand on trouve même pas ce qu'on cherche. Et des fois, ils disent non alors qu'il y en a, mais plus rarement. Et quand même, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de chercher depuis le début, pour l'instant, on n'a toujours pas prouvé que ça avait un lien avec le fait d'être malade. Depuis le début, cette histoire de la petite chaîne là qu'on est en train de chercher,
n'y a pas de lien statistique avec le fait d'être malade. C'est quand même un problème. Mais ça, vous l'avez prouvé qu'il n'y avait aucun lien, ou quelqu'un l'a prouvé qu'il n'y avait aucun lien entre les chiffres de tests et l'avancée de la maladie concrètement, réelle. Mais tout le monde peut aller sur le site de l'adresse. Le site de l'adresse fournit le nombre de tests réalisés chaque jour avec le fait d'avoir des tests positifs, négatifs, symptomatiques, asymptomatiques. Vous regardez les chiffres au fur et à mesure des mois, vous voyez qu'en permanence, il y a plus de dits asymptomatiques, c'est-à-dire de non malades, parmi les positifs que de malades. Il y a un moment, c'est pas normal, quoi. Et on va dire les ratios entre les deux sont toujours les mêmes. C'est toujours genre 55-45. C'est public, c'est sur Internet. Allez chercher. Et ensuite, vous voyez des évolutions dans le taux de positivité qui sont liées à quoi? Qui sont liées au fait que plus ça va, plus on cherche des dits variants. Donc, au tout début, ils cherchaient un seul bout de chaîne. Et donc, ça faisait un taux de positivité qui n'était pas dans les 5%, donc qui était ridicule, tout peut être de l'erreur de mesure. Puis après, ils ont rajouté la chaîne bêta, le mu, maintenant les Omicron. Et donc, on a vécu un truc magique. Là, on est dans les sous-Omicron. Je ne sais même plus comment ils s'appellent. Ils prennent tous des noms. Omicron, B12, je ne sais plus quoi. Mais du coup, au début, vous dites, c'est positif quand on trouve un truc, et maintenant vous dites c'est positif si on trouve ça ou ça ou ça ou ça ou ça ou ça ou ça. Fatalement, ça augmente. Et le magique, c'est Omicron. Tous les pays qui se sont mis à tester du Omicron, et puis en France, on a dit non seulement on teste le Omicron maintenant, et puis on fait de l'antigénique. Donc c'est-à-dire que avant les tests antigéniques devaient être confirmés par PCR, maintenant c'est plus la peine. On est passé d'un taux de positivité dans les choux autour de même pas 5%, ce qui peut être de l'ordre de mesure, un taux de positivité en France, on est à 30%. Et dans les pays scandinaves, on était à 70-80%. C'est-à-dire que tout le monde était positif. Donc ça veut dire que la chaîne qu'ils sont en train de chercher, ça n'a rien à voir avec une maladie, c'est globalement un être humain, quoi. C'est une crotte de nez. Et du coup, il n'y a toujours pas de lien. Et donc on a un taux de positivité qui explose, donc tout le monde devient positif, sans qu'il y ait de lien avec le fait d'être malade non plus. Il y a toujours plus d'asymptomatiques que de symptomatiques. Donc il y a un moment, il va falloir se rendre compte de cette immense arnaque qui est le test, où on vous fait croire qu'on vous teste pour savoir si vous êtes malade quand vous n'avez aucun symptôme. Si vous n'avez aucun symptôme, vous n'êtes pas malade. Et donc, depuis le début, ce qu'on cherche, on n'a toujours pas réussi à montrer que c'est un quelconque rapport avec le fait d'être malade. On est là quand même. Donc, fatalement, quand on augmente le nombre de tests, et surtout qu'en plus, on augmente artificiellement la positivité en augmentant le spectre de ce qu'on cherche, on fait croire qu'il se passe quelque chose. Il ne se passe rien. Là, il y a plein de bureaux qui ont redémarré, c'est mon cas, qui ont redémarré leur clim, ce qui fait que tout le monde a la voix cassée. Du coup, je suppose que je suis symptomatique parce que j'ai la voix cassée et que j'ai le nez qui coule à cause de la clim. Si j'allais me faire tester, là, j'ai une chance sur 3 en ce moment avec le test. Je suis positif, je serais positif symptomatique, je suppose. Ça n'a pas de sens. Absolument aucun sens qui est en train de se passer, de faire passer des restrictions à une politique ou un discours sur quelque chose qui est aussi incertain que ces fameux tests RC-PCR. On n'a toujours pas trouvé le lien entre sa positivité et le fait d'être malade. Donc, en réalité, quand on nous parle de hausse de 49% une semaine, on nous parle de hausse de cas. Et en fait, la hausse de cas, c'est la hausse de testés positifs. Et donc, on a bien compris, d'après ce que vous nous dites, que ça veut absolument rien dire, parce que de toute façon, on se teste plus, et 2, le spectre du test est élargi. On est bien d'accord? Et il n'y a pas de lien entre ce qu'on teste et le fait d'être malade. D'accord, il n'y a pas plus de malades, en fait, concrètement. Mais s'il y a plus de malades, il y a plus de malades, ça peut être dû à n'importe quoi. Oui. Et puis de toute façon, comme la politique, c'est de tester tous les proches de ceux qui sont fait tester positifs, si vous avez des gens qui commencent à aller se faire tester, il y en aura un tiers en ce moment qui seront positifs à l'intérieur. Ils vont forcer tous leurs proches à aller se faire tester parce que c'est... Oui, bien sûr. Oui, c'est un effet de chaîne. Et c'est un effet de chaîne. Donc, à chaque fois, fatalement, quand il y a une mode d'aller se faire tester, il y a une augmentation mécanique, puisque tout le monde est obligé d'y aller. Et oui, mais concrètement, alors je ne sais pas forcément votre... si, un petit peu, parce que vous étudiez les chiffres, concrètement, à l'hôpital, les vrais malades, eux n'augmentent pas. Ça, de toute façon, il y a un décalage temporel. L'effet d'annonce, il est parce qu'on met en chiffre en ligne tous les fameux tests positifs. Et pour l'instant, non, on ne voit pas d'augmentation des malades, mais on est en été, quoi. Il n'y a jamais eu d'augmentation de malades significative l'été, c'est pas vrai. Tout à fait. Je rappelle que même au plus fort de la crise, en mars 2020, là où on a tout fermé, les hôpitaux étaient vides. Et donc, c'est dans le rapport de la TIH, on n'a pas eu de pression hospitalière de dingue, comme ça a été dit. On a vidé les hôpitaux pour rien.
Et ensuite, à l'été, non, là, on arrive à l'été. Non, il n'y a pas de syndrome d'infection respiratoire aiguë. Il n'y en a jamais eu. La fameuse 4e vague de l'année dernière, elle a été créée artificiellement par le pass sanitaire où tout le monde s'est fait tester. On a dit explosion de malades. Non, on a fait exploser les tests positifs parce qu'on a fait exploser les tests. C'est encore ce qui va se passer si jamais ils remettent en place une loi unique qui force tout le monde à se faire tester. On va compter des bouts d'ARN partout sans jamais qu'il y ait aucun lien avec le fait d'être malade. Donc non, j'insiste, il n'y a jamais eu d'infection, de syndrome d'infection respiratoire. Deuxième chose, c'était ma petite pointe d'ironie du départ de cette interview, mais tout de même, c'est quand même assez amusant que d'un seul coup, après les législatives, on s'intéresse de nouveau au Covid. Oui, il faut toujours que la presse ait quelque chose à se mettre sous la dent. Hein. Oui. De toute façon, on l'a vu. Il y a un article de Médiamétrie qui date de 2020 qui est très intéressant et qui montre la part donnée au Covid depuis le début, depuis février 2020. Et on voit qu'on est arrivé à 80% d'informations qui étaient données sur toute l'information française. 80% étaient consacrés à la Covid. Mais on a vu que ça fait exploser les chiffres de la presse qui étaient moribondes. Ils se sont refait un blason en parlant de cette histoire et donc ils vont pas lâcher le morceau comme ça, c'est normal. D'accord. Alors, je voudrais qu'on aborde quand même la deuxième question. Alors, je rappelle à tous nos auditeurs, donc, l'Office parlementaire, attention, c'est un petit peu compliqué, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, donc l'OPEST, on va dire, donc sénatorial, a été ouvert sous la pression, il faut le rappeler, d'une large pétition qui a été lancée par vous, Pierre Chaillot, notamment, et par Laurent Mukieli. Cet office parlementaire, sénatorial, a rendu un pré-rapport essentiel, très important, le 9 juin dernier, sur la question des effets secondaires. Ce pré-rapport, je vais citer un extrait, est quand même déjà relativement critique, même si on va aller plus loin après sur ce que n'a pas fait cet office parlementaire. Mais d'abord, quand même, ce pré-rapport est intéressant. Je vais en citer un élément. Il parle il parle de communication disproportionnée en faveur de la vaccination. Donc là, c'est bien ce que dit le rapport, je le cite. Ne mettant pas le citoyen en situation de prendre une décision libre et éclairée. Voilà ce que dit le rapport parlementaire. Certaines voix critiques ont regretté que la communication soit surtout accentuée sur les bénéfices de la vaccination, en donnant plus de visibilité aux rares cas de formes graves de la Covid-19 chez des personnes sans comorbidité qu'aux rares cas d'effets indésirables. Voilà, donc on voit que même ce rapport qui, pourtant, on va en parler après, n'est peut-être pas allé sur l'ensemble des données qui lui étaient données, justement. Même ce rapport-là est quand même déjà assez critique et c'est un premier pas dans la reconnaissance d'un traitement complètement, on va le dire, inégalitaire et déséquilibré. Et eux-mêmes parlent de loyauté, d'information loyale et déloyale, et ici en disant que cette information n'était pas assez loyale cette communication n'était pas assez loyale sur la question de la vaccination. Et alors, il se trouve que hier encore, Laurent Mukieli et vous-même, vous publiez et vous signez une tribune collective intitulée « Pourquoi cet office parlementaire, donc, qui enquête sur les effets secondaires, ne rend-il pas public tous ces débats ?» Et ça a été signé déjà par plus de 850 professionnels de la recherche, de la santé et du droit. Et voilà. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette tribune-là, Pierre Chaillot ? Oui, alors pour précision quand même, il y a de très nombreuses personnes et chercheurs qui depuis le début réclament que s'ouvre une enquête et qui montrent des chiffres et des analyses qui ne vont pas du tout dans le sens de ce que montre le gouvernement. Donc en effet, la première tribune de Laurent Mukieli que j'ai signée, auquel j'ai donné quelques chiffres, en effet a fait partie d'un ensemble de réclamations pour demander est-ce qu'il se passe quelque chose, et l'OPEST en effet a répondu à ces réclamations. Je ne sais pas qui est-ce qui a lancé l'OPEST et pourquoi exactement, mais en tout cas, on est nombreux à participer pour demander est-ce que s'ouvre quelque chose. Bon. Pardon, mais on en avait déjà parlé. On aurait pu imaginer peut-être que ça aurait été un petit peu plus intéressant qu'on ouvre une vraie commission d'enquête parlementaire. Finalement, il n'y a que cette OPEST qui a été ouverte et finalement qui a des moyens un peu plus réduits, en tout cas moins de communication aussi et on va en reparler juste après. Oui, je ne sais pas s'il y a moins de communication, mais disons, elle peut faire certains choix de publier ou non des interventions, ce qu'une commission parlementaire n'aurait pas pu faire et aurait dû tout diffuser. Donc, mais déjà, c'est quand même un énorme pas en avant, le fait de commencer quelque chose. Moi, personnellement, je ne dis pas forcément que ça allait se faire. Donc, c'est déjà un progrès. Voilà. Donc, on a quand même eu des auditions dans un certain sens. Bon, il y a une tribune de Laurent Mukieli. Pourquoi ? Parce que il y a
eu 59 personnes ou un groupe de personnes qui ont été interrogées de manière, comment dire, enfin une première fois, de façon à les sélectionner, et qu'ensuite il y en a eu un nombre très réduit qui a finalement pu être auditionné de manière officielle et filmé. Et donc, ce que réclame la tribune, que j'ai signée, qui est écrite par Laurent Micheli et d'autres, c'est de dire, mais non, mais il faut tout diffuser. Vous avez demandé à 59 personnes de se déplacer, de vous produire un rapport, donc du matériel, et ensuite de répondre à vos questions. Il faut diffuser au moins l'ensemble des rapports qui vous ont été donnés, et puis dire que c'est l'OPEST qui les diffuse, et puis interroger la totalité des personnes. On ne trouve pas ça normal qu'il y ait eu une partie à huis clos, que les citoyens ne profitent pas des personnes qui ont été présélectionnées par l'OPEST. Si elles ont été présélectionnées, c'est parce que le matériel qu'elles avaient à proposer, le matériel d'analyse, était intéressant, et donc tous les citoyens devraient pouvoir en profiter. Donc c'est ça qu'on dit. Et vous-même, vous avez été auditionné ou pas ? Non, je n'ai pas été auditionné. Je suis pas le seul, hein, 59 personnes. Comme je vous dis, et puis sur les 59 personnes, il y a énormément de personnes qui viennent d'agences gouvernementales qui défendent la politique du gouvernement depuis le début, mais c'est leur métier. Et il y a assez peu de personnes de voix discordantes. Hein. Il n'y en a que 9 sur la totalité, et parmi elles, il y en a très peu qui ont été sélectionnés finalement. D'ailleurs, c'est un problème. Un office, une commission qui est censée évaluer la politique gouvernementale, alors qu'elle écoute ce qu'a à dire le gouvernement, c'est très bien, mais quand la quasi-totalité des intervenants sont des agences gouvernementales qui vont ne pas faire autre chose que de défendre la politique gouvernementale, c'est quand même un problème. Donc, normalement, on devrait équilibrer les choses. Donc, ce que réclame la tribune, c'est aussi d'essayer d'un peu d'équilibrer les discours et pas que d'avoir le point de vue du gouvernement. Bon, vous l'avez dit quand même, Clémence, il faut quand même souligner que c'est un énorme progrès. C'est le premier rapport officiel, juste qui ose écrire quelque part qu'il pourrait exister des effets indésirables. Ça, pour toutes les victimes, c'est extrêmement important. La validation d'avoir un rapport officiel qui le dit, c'est le début de la reconnaissance des effets indésirables chez les victimes. C'est ça qu'on est en train de faire. Donc, même si ce rapport a un certain nombre, disons, des choses qu'il faudrait rajouter, des manques, des choses qu'il faudrait préciser, il y a quelque chose qu'il faut tirer là. C'est le début de quelque chose. Et ça peut aller assez loin. Qui dit qu'il y a des effets indésirables dit, d'accord, on ne pourrait pas savoir combien, parce qu'il y a des tas de manières de les compter. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà remontées. Et puis, il parle des bénéfices, il parle donc des risques, mais du coup, ça veut dire que la balance bénéfice-risque, il va peut-être falloir l'évaluer. Parce que quand on voit que la bénéfice est forcément de 0 pour les moins de 65 ans, puisque l'adresse n'arrive même pas à trouver un rapport sur les soi-disant formes graves, là, les formes graves qui seraient Covid pour les moins de 65 ans. On n'arrive pas à trouver quelque chose de significatif. C'est-à-dire que le bénéfice est de 0 pour les moins de 65 ans. Donc, même si vous avez un risque qui est faible pour les moins de 65 ans d'effets indésirables, le risque sera toujours supérieur au bénéfice. Et donc, juste le fait d'avoir écrit ça, vous mettez ça en rapport avec ce que dit l'adresse, avec ce qu'ils n'arrivent pas à prouver, c'est-à-dire la quelconque bénéfice pour les moins de 65 ans. Pour les plus de 65 ans, moi, j'en vois pas non plus. Hein. Je vois des artefacts de calcul. Mais bref, même avec leurs artefacts de calcul pour les moins de 65 ans, ils n'y arrivent pas. Ça veut dire que nécessairement, la piqûre devrait être interdite pour les moins de 65 ans, puisque de toute façon, le risque sera supérieur au bénéfice. Donc, c'est ça qu'on est en train de voir avec ce rapport de l'OPEST. Et une dernière question concernant les auditions qui n'ont pas été publiées. Est-ce que les non publiées sont exclusivement celles des voix discordantes, ou il y a un mix entre voix discordantes, voix autorisées, puis on ne sait pas trop pourquoi et certaines choses n'ont pas été publiées? Je précise que moi j'ai voulu aller voir ces auditions hier soir sur YouTube, et en tout cas déjà sur les éléments les vidéos publiées, on nous explique qu'il y a en plein cœur de ces vidéos des problèmes techniques aussi qui ont fait que certaines parties des vidéos n'ont pas pu être enregistrées. Alors là, pour le coup, il faut souligner la rigueur de Cédric Villani. Quand Amine Umlil est passé, Amine Umlil, qui est une voix discordante, qui travaille sur la pharmacovigilance depuis plus de 15 ans. Donc c'est un de nos spécialistes français de la pharmacovigilance. Hein. Voilà, chacun rappelez le nom, pardon, j'ai mal entendu. Amine Umlil. Ah oui, tout à fait, oui. Docteur Amine Umlil, oui. On peut l'entendre, lui, sur la vidéo, je crois. Voilà, de Cholet. Et lui, sa vidéo a été coupée en plein milieu de son intervention, ce qui n'est au Sénat jamais arrivé de mémoire de ceux qui étaient présents. Donc c'était très étrange. Et Cédric Villani a dit non, on stoppe l'audition, on ne pose plus de questions tant que le son n'est pas revenu, et s'il faut, on ajourne.
ce qui est extrêmement classe. Oui, on va dire que c'est la règle, mais il y a tellement de règles qui ont été bafouées depuis le début. Oui, bien sûr. Ça s'est très, très bien passé. Donc il a eu raison et on s'en félicite de cette rigueur qui a été menée jusqu'au bout. Donc ça, côté problème technique, il y a eu un problème technique, mais la règle a été posée. Ils ont attendu qu'ils puissent s'exprimer. Donc ça, je dirais qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Sur votre question sur qui a été auditionné ou pas, il y avait 59 intervenants au départ qui ont été pré-auditionnés. Il n'y en a que 16 qui ont été sélectionnés. Mais vous savez, sur les 59, il n'y en avait que 9 qui ont une voix discordante. Au final, il en reste que 3. Donc voilà. Oui, mais sur les celles juste les vidéos qui ont été publiées et celles qui n'ont pas été publiées, est-ce que ce ne sont que les 3 voix discordantes qui ne sont pas publiées ou pas? Je voudrais savoir si, comme par hasard, entre guillemets, on cherche à ne pas publier les personnes qui auraient une voix un petit peu critique. Non, il y a une trentaine de personnes qui défendent la politique gouvernementale qui n'ont pas été auditionnées non plus. Mais il reste quand même cet énorme déséquilibre parce qu'on est quand même censé organiser un débat et il n'y a pas de débat si on fait déjà une présélection en ne choisissant quasiment que des... Voilà. Donc il faut se féliciter de l'existence de ce rapport, il faut se féliciter des phrases que vous citez parce que c'est un énorme progrès pour tout le monde de dire finalement peut-être de commencer à critiquer un peu, vous aviez raison, et maintenant il faut aller plus loin, il faut rééquilibrer les choses, il faut plus d'auditions et faire la vérité. On compte encore sur votre combat, Pierre Chaillot, et celui des personnes avec qui vous vous battez, comme Laurent Mukieli sur ces tribunes. Et puis nous continuons de passer le message. En tout cas, merci beaucoup Pierre Chaillot, créateur de cette chaîne YouTube Décoder l'écho. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.